Bonjour à toi et bienvenue dans l'arène des vendeurs légendaires, le podcast pour muscler ton mental dans ton activité commerciale. Je suis Marc Robert, fondateur d'Optimus Academy, accompagnement de la performance commerciale. On va aborder l'approche mentale de la vente pour développer les compétences nécessaires et pour prendre du plaisir dans cette activité. Comme dans le sport, ce sont tous les aspects psychologiques qu'il conviendra d'optimiser pour atteindre et maintenir l'état idéal de performance. Je t'invite à t'abonner, à partager et surtout à noter 5 sur 5 ce podcast pour le faire connaître à tous ceux qui veulent développer leur plein potentiel dans la vente. Tu peux aussi rejoindre la communauté Optimus Academy en t'inscrivant à la newsletter que tu recevras tous les jeudis dans ta boîte mail et où je te partagerai mes conseils pour faire de ton mental la forteresse de ta réussite commerciale. Si tu veux obtenir des résultats que tu n'as jamais eus, tu dois être prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites. Tu es prêt? Alors c'est parti! Aujourd'hui, pour le 21e épisode du podcast L'arène des vendeurs légendaires, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Michel Bergeau de Recom. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Marc, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Ravi également de t'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Jean-Michel Bergeau, j'ai 47 ans maintenant. Je vis à Lyon, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je vis à Lyon depuis très longtemps, n'étant pas lyonnais d'origine. Je suis venu à Lyon pour le travail. Voilà, et après diverses expériences, j'ai créé Recom il y a presque 9 ans maintenant. Et Recom est une agence de prospection commerciale, B2B, multicanal, externalisée. D'accord. Je me souviens, on avait échangé un peu, tu m'avais dit que c'était en fait au début un side project qui est devenu ton projet initial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça? Ouais, c'est un peu ça l'histoire. Effectivement, c'est pas une création d'entreprise hyper bien pensée avec un magnifique PowerPoint de la stratégie sur 10 ans. Ça s'est fait un peu comme ça. En gros, j'avais créé avec d'autres associés une première société qui était à l'époque, j'avais créé ça en 2008, une société de conseil en développement durable et RSE, qui était un sujet passionnant, intellectuellement hyper enrichissant, mais on n'avait pas été très bon et peut-être on avait démarré un peu trop tôt et ça ne marchait pas, et donc on était plusieurs associés, on galérait un peu avec nos sociétés, on n'arrivait pas à développer ça, le conseil et la formation RSE dans les PME, et pour pas alourdir la structure et puis pour pouvoir vivre décemment, je me suis créé une petite activité en freelance à côté sur ma compétence de départ, en gros, qui est le développement commercial, et donc en parallèle du développement de cette société de conseil RSE qui s'appelait Alteractive à l'époque, j'avais lancé une activité que j'avais appelée Recom pour relations commerciales et qui était un petit side project de freelance pour accompagner des PME dans leur développement commercial. Et voilà, et pour la petite histoire, ce qui devait arriver arriva, mon plan B est devenu mon plan A parce que mon plan A est mort de sa belle mort, donc un jour on a décidé d'arrêter cette société qui fonctionnait pas assez, donc on a arrêté, on a mis fin à l'activité, on s'est séparés, et au bout de 2 ans où je menais les deux en parallèle, effectivement, mon plan B de freelance Recom est devenu mon activité principale. Et là, pour le coup, il y a eu un vrai changement, c'est-à-dire que ce n'était plus du freelancing et c'était plus du conseil. Je l'ai transformé en une agence de prestation de services et donc j'ai commencé à embaucher des business développeurs pour faire de la prestation de prospection commerciale. Voilà. Donc il y a eu deux premières années très différentes de ce que Recom est aujourd'hui. D'accord. Et Recom, c'est quoi maintenant? Et Recom maintenant, c'est un peu plus de 70 collaborateurs. On a 50 business développeurs depuis ce mois-ci. Voilà, c'est 1000 clients accompagnés. On a compté, on a fait nos petits comptes, mais effectivement, on a fait la 1000e campagne il y a 2 mois environ. On a démarré il y a 1 mois et demi. C'est 160 campagnes de prospection actives. Et entre 250 et 300 par an sur l'année dernière et cette année. Voilà. D'accord. Et le concept, c'est quoi, Recom? Le concept, c'est hyper simple. On est une agence de prospection commerciale externalisée, c'est-à-dire que l'on va, nous, prospecter pour le compte de nos clients. C'est-à-dire qu'on va effectuer
la toute première partie du cycle de vente. C'est-à-dire qu'on va constituer des fichiers de prospection, contacter les prospects, ouvrir la conversation avec ces prospects et caler des rendez-vous qualifiés avec les prospects qui sont intéressés et veulent en savoir plus. Notre intervention s'arrête là. On va jusqu'au premier rendez-vous et le premier rendez-vous, effectivement, on ne l'effectue pas, on le prend et on le passe à notre client qui, lui, va faire tout le reste du cycle de vente et il en reste encore un peu. Il va faire la découverte du besoin client, la proposition, la négo, jusqu'au closing si possible et toute la suite. Et donc nous, on est vraiment prestataire de service. Nos clients externalisent auprès de nous la prise de ce premier rendez-vous, la toute première prospection. Ok. Qui sont tes clients de cette... Du coup, mes clients sont globalement, ce sont des TPE, des PME, alors que dans le B2B, d'accord. Donc on fait que de la prospection B2B et pas B2C, mais de secteurs très 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 variés. Alors pourquoi TPE, PME? Globalement, les toutes petites entreprises sont pas trop clients chez nous, plutôt parce qu'ils font tout seuls et plutôt pour des questions budgétaires. Et puis les grandes entreprises sont pas clients chez nous non plus parce qu'ils sont très structurés en interne et qu'en général ils ont effectivement des services marketing qui génèrent des leads, des services SDR qui vont qualifier, des account managers qui vont se faire la suite, etc. Donc eux ils sont très équipés en interne. Et entre les deux il y a un immense nombre d'entreprises qui a des commerciaux, mais pas forcément des commerciaux qui vont à la fois prospecter et faire le relationnel prospect, les négos, puis les relationnels clients et toute la suite, parce que ce sont des activités qui sont assez difficiles à mener de front en réalité. Du coup, toutes ces entreprises-là peuvent déléguer auprès de nous cette partie prospection. Et dans les faits, donc ce sont, on va dire, des grosses TPE ou des petites PME qui ont des commerciaux, qui sont en B2B et qui sont dans des secteurs d'activité excessivement variés. Et en plus, pour tout dire, comme quand on travaille pour une entreprise, on travaille pas pour ses concurrents en même temps, parce que ce serait pas possible concrètement et pas souhaitable d'avoir dans l'équipe des business développeurs qui sont en concurrence sur la prise de rendez-vous. Nous, on n'a pas du tout vocation à être spécialisé dans un secteur d'activité. Bien au contraire, on a vocation à pouvoir prendre énormément d'activités différentes. Donc, on se forme systématiquement sur les activités de nos clients pour être capable de prospecter pour eux, et on a des activités très variées au sein de nos clients. Ok. Et c'est omnicanal, je crois, la prospection dans ce cadre. Oui, alors omnicanal, je ne sais pas. En tout cas, on utilise nous 3 canaux de communication, ok, qui sont les grands classiques de la prospection, c'est-à-dire l'email, le téléphone et LinkedIn. Ok. Et donc on va nous entrer en contact avec les prospects de nos clients pour le compte de nos clients sur la base de mail, de téléphone et de LinkedIn. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Tu expliquais que ton métier principal, c'était le commercial. Justement, est-ce que tu peux nous dire, Jean-Michel, comment tu en es venu au métier de commercial ? Oui, c'est une longue histoire. Non, en fait, elle est pas très longue. C'est une histoire ancienne. J'y suis venu totalement par hasard parce que j'ai commencé à travailler dans le monde du rugby professionnel. Pourquoi ? Parce que j'adore le rugby et j'étais passionné de rugby quand j'étais étudiant en école de commerce. Je faisais ma spécialisation finance parce que j'étais fan de maths et je trouvais la matière financière hyper intéressante. Mais on était en 1997, ça date un peu, et le rugby devenait professionnel. Et il y a eu des structures dans le rugby qui se sont professionnalisées et qui ont commencé à embaucher du monde. Et donc, il y a un club qui s'appelait le Stade Français à l'époque, qui était à Paris, qui devenait pro, qui pour sa première année chez les pros a pris un stagiaire d'école de commerce pour commencer à faire des choses en marketing, et c'était moi. Et donc j'ai démarré par le plus grand des hasards, un stage de 3 mois dans un club de rugby, et le job de marketing sportif qu'on appelait pompeusement marketing sportif à l'école, et à l'époque était évidemment un job avant tout de développement commercial. L'idée était de trouver des sponsors pour augmenter les revenus du club, pour pouvoir payer des joueurs et avoir les meilleurs résultats possibles. C'était le tout début du professionnalisme dans le rugby. Donc ça s'est fait sur la base d'un stage par hasard en me disant génial, j'adore le rugby, j'y vais. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'après ce stage, j'ai passé une année dans un groupe de marketing sportif qui s'appelait le groupe Darmon, Jean-Claude Darmon à l'époque, qui est devenu Sport5 après, qui était une régie publicitaire de clubs, notamment de foot, mais aussi de rugby, pour la Ligue nationale de rugby et la Fédération française de rugby. Puis après, j'ai bossé dans des clubs. J'ai bossé pour le club de Clermont, l'ASM, puis à Perpignan, puis au Loup Rugby à Lyon, d'où ma présence à Lyon. Et donc, pendant 10 ans, j'ai bossé dans le rugby pro, mais pour faire du développement commercial dans le rugby pro. C'est-à-dire mon job était de
créer des produits et les commercialiser auprès des entreprises locales, souvent, type des packs, vous savez, avec des places de match, des panneaux de pub autour du stade, des panneaux sur les loges, les emplacements sur les maillots, des choses comme ça. Donc c'était essentiellement du développement commercial. Et donc moi j'y suis venu par un secteur particulier, et puis après c'est devenu mon métier, mais c'était pas du tout encore une fois, c'était pas un plan très préparé au départ. Voilà. D'accord. C'est la passion du sport, du rugby en l'occurrence, qui t'a amené à ça, en mélangeant la vente et le sport qui était ta passion. Exactement. C'est vraiment, j'y suis allé avant tout pour la passion du sport, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je m'en aperçois, je le mesure tous les jours, la chance de pouvoir bosser dans un milieu passion pendant 10 ans, et un milieu en plus qui s'est énormément développé, énormément professionnalisé. C'est-à-dire que c'était le démarrage, et le chiffre d'affaires sponsoring des clubs doublait tous les ans. Donc c'était vraiment la construction de beaucoup de choses, c'était hyper intéressant. Et donc effectivement, moi j'ai développé mes capacités commerciales au fur et à mesure du développement de ce métier dans ce secteur particulier. D'accord, ok. Allez, on va démarrer l'interview du podcast. Dans le vif du sujet, tu sais que ce podcast parle du mental dans la vente principalement. Et justement, Jean-Michel, quelle est selon toi la qualité mentale principale d'un bon vendeur ? Je pense que c'est la constance. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus essentiel pour le développement commercial et pour un vendeur, c'est la constance. Être bon une fois, avoir la bonne énergie, la bonne écoute, etc., ça arrive, mais l'être à chaque fois, ça, c'est très compliqué. C'est ce qu'il y a de plus rare et de plus difficile, donc je dirais vraiment la constance. C'est vrai que je remarque souvent que les meilleurs vendeurs, en fait, sont ceux qui sont les plus constants, comme tu le signales, et justement parce qu'ils sont réguliers dans leur nombre de ventes, dans leur nombre d'acquisitions, dans leur chiffre d'affaires. On peut leur faire confiance, on peut miser sur eux sur le long terme. C'est ça, exactement. Ok, si tu devais résumer la vente en un verbe, quel serait-il ? Comprendre son client, comprendre les besoins du client. Je pense que il y a écouter qui va avec, mais le mieux vraiment c'est comprendre. À la limite, si on comprend très vite, on n'a pas besoin d'écouter très longtemps si la problématique du client est très claire, et voilà. Mais avant tout, il faut comprendre la problématique de son client. Tout le reste découle de la compréhension de la problématique du client. D'accord. Les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation ? Ouais, je dirais que c'est peut-être un lieu commun qui a une base de vrai. C'est pas forcément, mais il y a un peu de ça. Ça reste une disposition d'esprit un peu particulière que de dire je vais contacter quelqu'un et puis je vais lui proposer quelque chose et il va l'accepter, et donc je prends cette initiative là. Et effectivement, il y a un peu là-dedans de conquête, de séduction, de choses, d'objectifs à atteindre, voilà, qui peut-être effectivement fait écho à des choses perso en disant j'ai des choses à prouver. C'est possible. Et puis après, c'est un phénomène aussi qui s'auto-alimente un peu, c'est-à-dire que comme le commercial est jugé sur des chiffres avec des échéances, il y a cette remise en question permanente qui dit t'as été bon cette fois-ci, et la fois d'après, et puis c'est ce mois-ci, ce trimestre, cette année. Et donc ça, je pense qu'il y a une part de départ liée à la personnalité des gens. Et puis après, il y a aussi le fait que ça s'auto-entretient. Et que dans les entreprises, ça s'auto-entretient avec bonheur pour l'émulation au sein d'une équipe ou pour atteindre des objectifs. Et effectivement, il y a ce côté compète et se prouver des choses. Oui, je pense qu'il y a une vraie part de vrai là-dedans, même si ça peut, c'est pas le seul moteur, et je pense pas que tous les commerciaux soient des gens séducteurs, égocentriques et dopés à l'objectif. Il y a pas que ça. Mais il y a un petit quelque chose comme ça, malgré tout, un peu partout. Ouais. Ok. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022 ? Alors, le métier commercial, avant tout, je trouve que c'est un métier qui correspond énormément aux aspirations actuelles des salariés d'entreprise. Moi, c'est ce qui me saute aux yeux avant tout, c'est dire, c'est un métier dans lequel on a de l'autonomie, on a des marges de manœuvre. On a de la gratification financière à portée de main. On a de la reconnaissance souvent dans l'entreprise de la part de ses pairs, et c'est des choses qui sont, me semble-t-il, assez recherchées. Le côté autonomie, reconnaissance, gratification, qui sont des choses qui sont assez demandées, recherchées
par les salariés dans les entreprises aujourd'hui et notamment les nouvelles générations. Donc avant tout, je trouve que c'est un métier qui correspond à ces aspirations-là. Okay. Même si paradoxalement, je sais pas si on en parlera après, c'est pas toujours un métier qui a une énorme cote de popularité auprès des 23-27 ans et pas une énorme cote de popularité et pas une image grandiose auprès des jeunes diplômés tous ce master 2. Ça vient à mon avis d'autres phénomènes. Mais en tout cas, je trouve que ça correspond aux aspirations. Après, pour compléter, je dirais aussi que c'est un métier qui est de plus en plus technique. Et qui est bien loin de l'image qu'on a pu s'en faire pendant quelques années du commercial à l'ancienne, parce qu'il demande de plus en plus de compétences et de compétences de plus en plus variées, des compétences humaines, on disait, sur l'écoute, la compréhension des enjeux d'un secteur, la compréhension des problématiques d'un client, les grands enjeux business et les tendances. Donc il faut de la culture d'entreprise, il faut de la culture business, il faut vraiment s'intéresser, comprendre, faire de la veille, etc. pour avoir le cadre. Après, il faut vraiment, je dirais, des compétences techniques. Sur des tas de sujets web marketing, sur générer des leads, les traiter, du copywriting, des outils. Il y a énormément d'outils web marketing sur trouver de la data, traiter de la data, enrichir de la data, faire des séquences d'approche, personnaliser, trouver le bon juste milieu entre l'automatisation et la personnalisation pour faire de l'efficacité tout en étant avoir un temps de travail correct. Il y a vraiment beaucoup de compétences techniques liées à ce métier de commercial. Et puis après, il y a tout cet aspect relationnel, dans le suivi dans le temps des prospects et des clients, où les commerciaux doivent être à chaque fois intéressants. Les prospects ou les clients qui sont en face sont très alimentés d'informations, donc il faut être bon dans la bonne information au bon moment, il faut être bon à l'oral dans sa présentation, il faut être bon à l'écrit dans ses prises de parole écrites. Donc je trouve que c'est concrètement un métier qui s'est énormément complexifié parce qu'il demande à la fois énormément de qualités humaines, de savoir-être et beaucoup de compétences très techniques pour pouvoir avoir vraiment les relations pleines que l'on veut avoir avec des prospects et avec des clients. Ah, j'adore. Ça donne envie. Et du coup, tu trouves pas que par rapport à ce que tu disais en préambule, la vision du métier commercial a évolué chez les jeunes? C'est un métier qui attire un peu plus, ou c'est toujours, ça bénéficie toujours d'une image qui est un peu terne comme ça? Alors, oui, je suis d'accord que ça évolue. En fait, moi, j'ai connu plusieurs choses. Effectivement, j'ai connu d'abord le côté le métier commercial, vraiment, c'est celui que tu fais quand tu peux pas faire de la finance et du marketing, très clairement. Moi, je l'ai vraiment connu. Du coup, c'est peut-être moi mon truc à prouver, c'est peut-être ça, c'est de dire, mais oui, le métier du commercial, il est bien, il faut pas le dénigrer, parce que peut-être que moi, j'ai un peu connu ça en disant, tu étais commercial, c'est vraiment que tu pouvais pas faire autre chose. En revanche, en ce moment, notamment dans l'univers des startups où les business développeurs, les SDR, les account managers, etc. ont une importance centrale et capitale, le métier est vachement revalorisé. Vraiment, il est mis en avant, on leur donne la parole, on les fait parler, ils ont des tas de choses hyper intéressantes à dire parce que effectivement le métier, je trouve, c'est beaucoup professionnalisé. C'est-à-dire, il est devenu très technique, très expert. Donc on a des tas de gens qui ont des choses vraiment passionnantes à dire sur leur métier, sur le découpage, le séquençage, les expertises, les outils, la veille techno, etc. Et donc le métier, c'est énormément l'image de ce métier s'est bien améliorée récemment. Je dirais dans l'univers avant tout dans l'univers startup. OK, c'est-à-dire les business développeurs des startups en mode SaaS qui sont les stars de leur boîte, ceux-là ils sont énormément valorisés bien évidemment. Ils restent quand même dans d'autres secteurs d'activité plus tradis. Il reste aussi une part du métier commercial qui est celui qui va voir les clients, serrer les mains, qui va au restaurant à midi. Même si ça a quand même beaucoup changé et qu'on fait beaucoup plus de visio que de resto à midi. Excellent. Quels sont les fondamentaux du métier commercial pour toi, Jean-Michel? Alors les fondamentaux, si je veux être logique avec ce que je dis tout à l'heure sur la compréhension, les fondamentaux, c'est la curiosité et l'envie de rencontrer les autres et de s'intéresser aux autres, de s'intéresser aux clients. C'est vraiment cette curiosité. Le moteur, ça doit être ça. C'est j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de comprendre qui il est, ce qu'il fait, ce qui fonctionne pas, quelles sont ses problématiques et comment je peux résoudre une de ces problématiques. Ça, je pense que c'est vraiment l'état d'esprit fondamental pour un commercial.
Okay. Encore une fois, si je fais le parallèle un peu caricatural, le commercial à l'ancienne qui a des produits à vendre et qu'il faut placer ses produits, ça, franchement, je pense que c'est mort. Mort, c'est mort, vraiment mort. Mais celui qui s'intéresse, qui comprend, qui se pose des questions et qui vraiment a envie de comprendre les motivations et l'intérêt de son interlocuteur, là, pour le coup, lui, il est dans la bonne démarche et lui, il va trouver des nouvelles pistes, des nouveaux marchés, des nouveaux secteurs, des nouvelles personnes et celui-là, il sera un excellent commercial parce que il aura du résultat et sur la durée. Donc, c'est vraiment la curiosité et l'envie de découvrir et de rencontrer des gens. Voilà. D'accord. Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale ? Ça, c'est une bonne question. Je dirais... Alors, je sais pas si c'est une valeur, mais la recherche de la satisfaction client, c'est pas une valeur, mais il y a avant tout quelque chose qui est de l'ordre de dire, je suis là pour donner satisfaction à mon client, ok, qui va avec le fait de s'adapter à ses problématiques et de se dire qu'est-ce qui lui va, qu'est-ce qui lui va pas, et avant tout d'être dans cette recherche de la satisfaction client. Après, moi, il y a 2-3 trucs en plus qui sont peut-être plus précis pour nous, c'est la transparence. Nous, en tant que prestataire de service, on accorde vraiment une importance vraiment particulière à la transparence. Nos clients doivent savoir ce que l'on fait, qui on est, comment on le fait. Ils doivent être très, très, très rassurés sur ce que l'on fait. Okay. Ce qu'on fait, c'est difficile, on réussit pas à tous les coups, on n'a aucun problème avec ça, mais l'important, c'est d'être transparent. Donc la transparence, c'est hyper important. Après, il y a une question d'honnêteté. Dans le commercial, je pense qu'il faut être très honnête et savoir se regarder en face et se remettre en question et de dire qu'est-ce que j'arrive à faire, qu'est-ce que j'arrive pas à faire, pourquoi. Et c'est pas grave à condition qu'on se pose les questions et qu'on se remette en question et qu'on se dise les choses. Voilà. Des gens qui sont en échec, nous dans l'équipe, on en a qui n'y arrivent pas sur certaines campagnes parce que c'est difficile. Tant qu'on est face à des gens qui se regardent dans une glace, sont honnêtes, disent ce qu'ils arrivent à faire, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, où sont leurs échecs, il n'y a pas de problème, on arrive toujours à trouver des solutions et à s'améliorer. Okay, même doucement, même petit à petit, mais au moins on arrive à s'améliorer. Donc l'honnêteté et la remise en question, c'est, je pense, vraiment très très important pour moi. Voilà. D'accord. Quelle est la discipline dans ton activité commerciale avec laquelle tu ne transiges jamais ? C'est justement une question d'organisation. C'est le séquençage de la journée. Je pense que, comme je disais, pour la constance, pour amener de la constance, il faut énormément organiser et séquencer. Moi, je suis vraiment un malade de ça, peut-être un peu trop, mais je pense que on arrive à faire avec qualité et constance une activité que l'on séquence bien et que l'on découpe bien. C'est-à-dire que dans l'organisation de la journée, je pense que le truc qu'il faut faire, c'est que les business développeurs de Suricom, c'est qu'ils aient une idée précise de ce que va être leur journée et de comment elle va être organisée. En 1, je vais traiter mes demandes en 30 ans. 2, je vais prendre mon pipe à l'envers et traiter mes 12 plus chauds. Ensuite, je vais envoyer un micro-emailing à mes 30 que j'ai pas rappelé la semaine dernière. Ensuite, je fais ça. Et c'est vraiment de la discipline. Pour le coup, la réponse c'est dans la question, c'est la discipline et l'organisation presque militaire d'une journée commerciale où là, pour le coup, on doit vraiment ne pas lâcher cette organisation et cette discipline pour pouvoir être très à l'écoute à chaque fois qu'on a l'occasion d'être à l'écoute avec un client. Okay, mais que l'organisation de la journée, elle, soit très, très processée. Donc okay. C'est très important, sinon on se perd et on perd en qualité systématiquement. Je suis d'accord, ce qui évite de faire des choses qui n'étaient pas prévues, ce qui évite de perdre du temps et ce qui permet aussi de se focusser sur vraiment ce qu'on a à faire, quoi, pendant le laps de temps qu'on a défini. Exactement. Parce qu'il faut pas oublier que la question essentielle dans le développement commercial, c'est l'efficacité du temps. C'est-à-dire qu'on a un certain temps et il faut qu'on ait le plus d'actions positives dans ce temps-là. Et en fait, pour avoir un max d'actions positives dans ce temps-là, et nous, en tant que prestataire, on le vit tous les jours puisque on produit des journées de prospection à nos clients et à la fin de la journée, à chaque client, on rend compte de ce qu'on a fait dans la journée. Donc la question de dire qu'est-ce que j'ai fait de ma journée en termes d'actions et de résultats, elle se pose tous les jours pour tous les business. Et ça, cette recherche de l'efficacité du temps passe par du process, de l'organisation, de la discipline pour que chaque minute soit la plus efficace possible. Ok. On va parler énergie dans la vente pour performer, puisque toi aussi, en tant que sportif, ça te parle l'énergie. On sait très bien que le commercial qui est en basse énergie, il va avoir beaucoup de mal à décrocher son téléphone et à relancer. Et comment tu gères ton énergie pour performer, ou quels conseils tu pourrais donner aux commerciaux à ce sujet?
Alors, je reviens un peu à ce que je disais sur la découpe de la journée. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, ok, de découper la journée. Je trouve que, par exemple, me dire, ok, aujourd'hui, il faut que je passe 100 coups de fil de relance à des clients, c'est un travail, c'est une montagne, c'est incommensurable, on ne sait pas par quel bout le prendre, c'est très désespérant. De dire, ok, je vais me faire 5 séquences de 20 appels, et entre chaque séquence, je vais faire autre chose, aller discuter avec quelqu'un, etc. C'est déjà plus la même. Et dans ma séquence de 20, je vais me redécouper en disant, ça c'est les 3 premiers, ça c'est les 3 derniers, au milieu j'ai ces 14 là, ok, voilà. Et en fait ça, et moi plus je découpe, plus ça me paraît facile et plus ça me paraît jouable, ok. C'est comme dans le sport quand on fait des je sais pas, tu fais du fractionné pour être en forme pour pouvoir jouer au rugby, ok. Et ben tu fais des séquences et des séries. Et on pense qu'à la série qu'on est en train de faire en cours, et ensuite on dit c'est bon, je suis au quart, ça y est, là je suis à la moitié, ça y est, je suis dans la deuxième partie, ça y est, je suis dans le dernier quart, etc. Ça, je trouve que mentalement, c'est très utile et ça aide énormément de séquencer et découper sa journée. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment de se dire, j'affronte pas tout de suite une énorme quantité de travail qui peut paraître vraiment insurmontable et qui donc plombe le moral et fait baisser l'énergie. Je me le séquence et je le prends petit bout par petit bout, vraiment. Et puis après, le deuxième truc, je dirais, c'est vraiment de se dire, on a le droit d'avoir des moments dans la journée où on n'a pas d'énergie, il n'y a pas de souci avec ça. Parce qu'on peut pas être au top tout le temps, c'est pas possible, à part en prenant des produits, et je le conseille à personne. Donc il faut accepter l'idée qu'on a des moments dans la journée où on a de l'énergie et des moments où on en a pas. Et je pense que là, pour le coup, faut se connaître, faut le savoir. Et puis toutes les journées sont pas les mêmes. On a des moments où on est très bon dès le matin, et puis un peu moins en forme en début d'après-midi, et puis d'autres journées ça va pas être tout à fait la même, etc. Et il faut composer avec ça plutôt qu'aller à l'encontre de ça. Se dire aujourd'hui, dans ma séquence, voilà, je sais que je vais en mettre un gros coup entre 10h45 et 12h15 parce que avant j'ai ça, je vais aller prendre un café qui va me doper un peu. Il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu psychologiques, voilà. Et je me prépare à ça. Et je vais pas à l'encontre de ma nature. Okay, moi, en début d'après-midi, je suis souvent, c'est classique, hein, mais c'est pas le moment où j'ai le plus d'énergie. Alors qu'en fin de matinée, je suis à bloc. Voilà, je le sais, donc je vais organiser aussi ma journée en conséquence, en prévision de ces moments où l'énergie est haute, où l'énergie est basse. Et vraiment, je pense que c'est important pour le coup que chacun accepte ça et se connaisse en disant je fais les choses qui demandent le plus d'énergie au moment où j'en ai le plus, et je me dis pas que je suis obligé d'avoir tout le temps la même énergie parce que ça c'est pas possible. Et on se rend malheureux à essayer d'être comme ça. D'accord. D'un point de vue commercial, qu'est-ce que c'est pour toi une vente parfaite ? Je dirais que c'est une vente où on a vraiment réponse à toutes les problématiques et toutes les objections du client. Là, moi j'ai déjà eu des entretiens où j'ai vraiment une sensation de satisfaction quand le client en face de moi, il se pose 20 questions, mais à chaque fois qu'il a une question, j'ai une réponse qui est adaptée à sa question. Voilà. Et la sensation de dire, OK, là, je lui apporte satisfaction sur ce point-là. Il a un doute là-dessus, je le rassure. Il a une question légitime là-dessus, je lui réponds et je lui apporte satisfaction. Vraiment, cet échange où j'ai l'impression que ce que je propose correspond vraiment bien à sa problématique. Ça, je trouve que c'est vraiment une sensation hyper agréable. Voilà. Et d'ailleurs, on se sent très utile pour le client et on n'est pas du tout dans un dispositif de vente où c'est moi qui pose mon produit et j'essaie de lui faire accepter. Mais le côté, au contraire, ce que j'ai à proposer correspond bien à sa problématique. Donc, il va être content, il va être satisfait, ça va lui apporter quelque chose. Et ce côté, cet enchaînement de réponses satisfaisantes à des questions légitimes, je trouve qu'il y a rien de mieux. Ok. Ça veut dire qu'à la fin, il a plus de questions au final. Je dirais, il a plus de doutes. Des questions, il peut y en avoir plein. Il peut y avoir des questions techniques, des questions organisationnelles, etc. Mais plus de doutes sur le fait que ce qu'on va lui apporter corresponde à son besoin. Ouais. Ça, c'est le côté, si ta question était bien la vente parfaite, c'est cette sensation-là de dire, OK, en fait, ce que je lui propose correspond hyper bien à son besoin et je pense qu'il a tout à fait raison d'acheter mon produit ou ma prestation. Ça, je trouve que c'est le top. Je comprends. C'est ça. On va parler inspiration. D'ailleurs, une fois, oui. Pardon, on m'avait dit, parce que moi, j'essayais toujours de préparer au maximum et de dire est-ce que ma prestation de service, elle correspond vraiment aux besoins de mon client, ok ? Et quelqu'un m'avait dit mais toi, t'es un mauvais commercial parce que tu veux avoir le produit parfait pour pouvoir le vendre. Et donc, sous-entendu, un bon commercial, il arrive à vendre un produit qui est pas parfait et qui correspond pas tout à fait aux besoins du client. Et cette phrase, elle m'a marqué parce qu'elle m'avait vraiment heurté en disant mais non,
c'est pas ça. Le bon commercial, c'est avant tout celui qui s'est posé les bonnes questions avant, qui a compris le besoin de son client et qui justement propose quelque chose qui est adapté, pas qui va réussir à coller quelque chose qui est inadapté. Alors, certes, il y en a qui voient ça, le côté, la performance d'avoir réussi à vendre quelque chose qui n'était pas adapté. Moi, vraiment, c'est quelque chose que et c'est pas pour me dédonner, je le vis pas du tout comme ça. Et donc, le côté perfection, c'est quand le produit qu'on propose match parfaitement à la problématique d'en face. Et je trouve que cette sensation-là est hyper agréable. Et encore une fois, pour rebondir par rapport à ça, si le produit matche pas parfaitement avec les attentes du client, le client peut être prévenu des choses qui vont pas fonctionner pour lui et il va l'accepter si tel est le cas. Exactement. On peut très bien effectivement arriver à vendre avec un produit qui matche pas totalement, mais qui matche mieux que les autres ou avec lequel on est OK pour faire certains compromis, bien évidemment. OK. Mais j'ai répondu à ta question qui était la vente parfaite, celle où tout se déroule bien. Mais après, il y a plein de ventes qui sont évidemment imparfaites où la prestation que l'on va proposer va correspondre à 80 ou 90% à la problématique de notre client et donc il l'accepte. Mais ça a été transparent et il sait ce qui va pas tout à fait lui aller peut-être et il en a conscience et il l'accepte. Voilà. D'accord. Parce que peut-être que les autres étaient matchés qu'à 60 ou 70%, ou on a réussi à faire une espèce de compromis, à s'adapter un peu, etc. Voilà, ça c'est tout à fait acceptable et satisfaisant. Ok. On va parler inspiration dans le métier commercial. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours commercial? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a bon, j'ai pas en tête un mentor particulier. En revanche, il y a une personne avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai eu la chance de travailler dans un des clubs de rugby dans lequel j'ai bossé, où moi j'étais directeur marketing commercial avec un joli titre, et j'avais un de mes collaborateurs qui était vraiment commercial du club. Ok, donc celui qui était là pour vendre des prestats de sponsoring et signer des contrats, et qui est le mec le plus passionné, le plus à l'écoute et le plus empathique qui m'ait été donné de rencontrer, et qui est en termes de résultats un commercial tout à fait exceptionnel, parce que il a une curiosité, une envie de rencontrer les autres et une empathie naturelle qui était à un niveau inégalé. Voilà, il avait les défauts de ses qualités, il était bordélique à souhait, incapable de remplir un CRM et tout, vraiment la caricature, mais il développait une relation avec ses prospects et ses clients que je n'ai jamais vu par ailleurs, par simplement son envie de rencontrer l'autre, d'échanger avec l'autre, voilà, et de voir ce qui se passe. Voilà. Et quelqu'un qui est capable de conclure des relations de commerciales dans n'importe quelle situation, à n'importe quel jour, heure du jour et de la nuit, parce que son attitude provoquait ça en permanence. Voilà. Et c'était bluffant. Quelqu'un que tu côtoies toujours, qui est toujours dans le milieu du rugby? Non, il a quitté le milieu du rugby, il a bossé longtemps dans le milieu du rugby. S'il écoute les podcasts, Rémi, 2 ans ensemble à l'USAP, il se reconnaîtra. Il est maintenant dans le monde de la food et il est toujours, je pense, très très bon dans sa capacité à faire du développement commercial. Ouais. D'accord. Quelle est la leçon, Jean-Michel, que tu as apprise dans ton parcours commercial et qui t'a fait le plus progresser? Eh ben, c'est peut-être la leçon que j'ai vécue avec ma fameuse boîte précédente de conseil RSE développement durable, qui dit que c'est le marché qui a toujours raison. C'est-à-dire qu'on avait eu beau réfléchir à ce qu'on avait envie de proposer, qui était des modules de conseil et de formation, RSE développement durable, une autre façon de voir l'entreprise et tout, qui était, comme j'ai dit, intellectuellement vraiment très intéressant, même humainement, c'était enrichissant, c'était un sujet génial. Il n'empêche qu'il n'y avait pas de marché pour ça. Les entreprises n'étaient pas prêtes, n'avaient pas envie, n'avaient pas le besoin, ne ressentaient pas le besoin. Et donc, tous les efforts du monde n'ont rien fait à l'affaire. Donc, la grosse leçon, c'est l'humilité face au marché, qui a toujours raison et qui, de toute façon, est impossible à tordre. Donc voilà. Donc c'est essentiellement ça. Hein. Du coup, je me répète un peu avec ce que j'ai dit avant, mais concevoir un produit, une prestation de service qui correspond vraiment à des vraies problématiques actuelles, ça reste le sujet numéro 1, plutôt que d'essayer d'imposer quoi que ce soit. Voilà. Donc la leçon, c'est avant tout l'humilité face à l'incapacité de vendre quelque chose qui collait pas au marché, quoi. Voilà. Comme il est dit d'ailleurs dans les startups, vous avez raté le product market fit. Exactement, complètement. Ouais, on n'était peut-être pas bien bon non plus, hein, il y a un peu les deux, hein, mais pour le coup, en product market fit, on était à côté de la plaque, c'est une certitude.
Quelle est selon toi, Jean-Michel, ta plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normé? Ouah. Alors, je suis pas sûr d'avoir une qualité qui me rend unique, authentique et non normée. Vraiment pas. Je dirais plutôt l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez les gens que je côtoie et j'espère en avoir un peu. C'est ce côté avoir envie de faire des trucs, quoi. Voilà, avoir envie de faire des choses, avoir envie de rencontrer des gens, avoir envie de découvrir, de proposer des choses. Et je pense que c'est un moteur hyper agréable, l'enthousiasme. Voilà. C'est sûr. Après, ça me rend pas unique et non normé, mais c'est mon moteur. Voilà. C'est le tien. C'est sûr, parce que acheter un produit à un commercial qui est pas enthousiaste, ça va être compliqué. Ouais, faut à ce moment-là que tu sois très pragmatique, très analyseur, tu restes focus juste sur ton besoin, il a répondu à ton besoin, t'achètes. Mais s'il te donne pas envie, ça va être... Mais même, on sous-estime, à mon avis, encore l'enthousiasme. Ça a une influence énorme sur ses interlocuteurs. Vraiment énorme. Et qu'on le veuille ou non, et même pour les ventes complexes, techniques, etc., l'enthousiasme de l'interlocuteur, c'est quelque chose qui emporte. Vraiment. C'est sûr. J'avais trouvé une analogie, c'était comme le vent est à la tempête, ce que l'enthousiasme est à la vente. Ok. Pas mal. On va parler émotion dans la vente maintenant, Jean-Michel. Ouais. Est-ce que tu as des stratégies pour gérer la pression des résultats avec toutes ces bizdev et comment tu gères toi-même tes émotions dans la vente? Ah, ça, c'est une super question, très actuelle chez nous, parce que alors je vais vous dire les choses de façon les plus transparentes possible. Moi, je suis assez convaincu qu'on s'épanouit dans la confiance et pas dans la pression. Et qu'on est bon dans la confiance et pas dans la pression. Probablement parce que moi je réagis comme ça. Moi, si on me met la pression, je suis pas spécialement bon. Si on me fait confiance et qu'on me dit t'inquiète, tu vas y arriver, là je pense que je suis bien meilleur. Donc j'ai plutôt, comme moi je réagis plutôt comme ça, j'ai plutôt tendance à faire ça avec les gens dans l'équipe. Donc je pense que les bizdev qui sont chez nous, qui ont une obligation de résultat quotidienne, faut se rendre compte de ce que c'est. C'est difficile. Chaque jour, ils envoient un mail à la fin de la journée à leurs clients pour expliquer ce qu'ils ont fait. Donc c'est quand même de la pression réelle, ok. Donc je ne rajoute pas à cette pression de la pression bête et inutile. Donc je pense que l'idée c'est de dire on va donner le plus possible de confiance, on donne du temps aux gens, on donne vraiment l'idée de dire t'inquiète pas, tu vas y arriver, explique-nous ce qui marche pas, comment on peut t'aider, etc. Donc vraiment la pression négative de dire tu dois arriver à ça. Vraiment, j'essaie d'en sortir. Ok. Maintenant, il y a un truc sur lequel on transige pas, c'est l'état d'esprit d'amélioration. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas s'améliorer, pour le coup, ça colle pas. Donc moi, je suis toujours vraiment enclin à dire à tout le monde, on laisse du temps, tu vas y arriver, il y a pas de problème, à condition que tu aies envie de t'améliorer, à condition que tu sois dans cette démarche de te poser des questions et de te demander pourquoi. Ok. Maintenant, alors ça, si je suis très transparent, cet état d'esprit-là, il n'est pas vécu parfois par mes bizdev comme je le décris là. J'ai eu plein de fois des discussions avec les bizdev de mon équipe qui disent sentir et ressentir de la pression au quotidien. Okay, la pression au quotidien, j'entends de la pression un peu négative en disant on regarde ce que je fais, on me fait de la double écoute, je dois envoyer un rapport à la fin de la journée. C'est beaucoup de pression sur ma quantité de travail, sur ma qualité de travail, etc. Donc ça, je dirais que cette pression-là, elle est relativement inévitable dans le cadre de notre activité où on est effectivement prestataire de service pour un client en prospection. Donc on doit rendre compte de ce que l'on fait, ok. Comme une agence de com rend compte de ce qu'elle fait en com, nous on rend compte de ce qu'on fait en prospection. Donc cette pression qui vient de l'extérieur et qui vient des clients, elle est assez inévitable. Donc oui, on rend compte, donc oui, on mesure, donc oui, il y a des chiffres. Voilà. Donc d'un côté, j'essaie de pas être dans l'émotion négative de la pression mise à quelqu'un à dire tu dois avoir du résultat, plutôt de dire tant que tu es dans un état d'esprit d'amélioration, il n'y a pas de problème. Tu vas forcément et inévitablement finir par y arriver et à t'améliorer et donc à arriver à des résultats. Mais dans les faits, dès qu'on met un peu de process en place, ça peut être vécu comme de la pression négative. Et il y en a dans l'équipe qui le vivent comme de la pression négative. On en parle beaucoup parce qu'on essaie d'éviter cette pression négative sans vouloir renier notre volonté de fournir du résultat à nos clients. Donc voilà. Et c'est vraiment de l'ordre de la perception, parce que entre ce que j'ai envie d'envoyer comme message à mon équipe et ce qu'elle reçoit, il y a un écart, quoi. Et cet écart, on discute beaucoup pour essayer de le réduire, parce que la réalité
je dirais, pratico-pratique, quoi, logistique, mais de la pression négative. Donc, dans la gestion des émotions, il faut, et c'est pas facile, essayer de se sortir de l'émotion court terme du résultat et du chiffre du jour, etc. Pour être dans plutôt quelque chose de confiance et de constructif. Et après, alors j'essaie de leur dire de temps en temps, mais vieux truc, je crois que c'est mon père qui me racontait ça. Hein. Mon père est concessionnaire automobile et vendeur de voitures, et toute sa vie, il a vu des clients beaucoup. Il me dit, pour bien vendre, il faut pas avoir besoin de vendre. J'adore cette phrase. Elle est top. Parce qu'effectivement, avoir la pression court terme du résultat est très mauvais en émotion négative qui se ressent et qui fait rater les ventes, quoi, et qui fait rater la relation avec son prospect. Donc effectivement, il faut arriver à la fois à se sortir de la pression du résultat, à l'oublier pour être juste très bon avec son client, avec son prospect, et pouvoir y arriver. Ce qui est un peu paradoxal. Et donc dans cette gestion-là, effectivement, alors moi pour le coup, j'essaie d'oublier totalement cette pression du résultat. Voilà. C'est pas toujours facile. Ok. C'est l'enjeu qui tue le jeu, c'est ça? Ouais, complètement. C'est vraiment ça, quoi. Défendre pour pas prendre un essai, et au contraire de relancer de ses 22. Je continue dans le rugby. Hein. Ouais, non, mais tout à fait, c'est exactement ça. Quand tu as une pression terrible avant un match, en fait, souvent, tu es possiblement dans tes petits souliers. Donc, tu vas jouer petit, tu vas avoir la pression du résultat, et c'est pareil pour le vendeur, quoi. C'est exactement pareil. Ouais. Tétanisé par l'enjeu, ça existe, ça arrive tous les jours. Ouais. C'est ça. C'est le cas des tennisman français, je pense, ces dernières années. Bah, en vrai, ils ont une grosse pression médiatique, tout le monde les regarde, avec la petite musique qui dit, il va encore pas y arriver, les pauvres, ça doit être un enfer. Vraiment. Bah, en tous les cas, mentalement, il y a un problème, parce que pourquoi des gars comme Nadal et comme Djokovic, ils arrivent dans des grandes échéances à se dépasser, et pourquoi un tennisman français qui est censé avoir tout le bagage technique n'y arrive pas quand il est sous pression, quoi. Et le tennis, notamment mentalement, c'est un moment où tu peux craquer facilement, quoi. Parce que là, t'es tout seul, pour le coup. T'as pas de coéquipier autour de toi. Ouais, pour le coup, le sport individuel, mentalement, c'est bien plus dur que le sport collectif, sur lequel on peut se reposer sur les copains de temps en temps. Individuellement, c'est difficile. Ouais. Est-ce que tu as un mantra, Jean-Michel, une formulation positive qui tourne en boucle? Non, pas réellement. J'ai pas de petit leitmotiv. Alors il y en a un, on se moque beaucoup de moi parce que je le dis beaucoup aux clients, mais c'est plus un peu technique sur notre métier qui est la prospection, ça aime la précision. J'ai dit ça une fois et donc tout le monde se moque de moi dans la boîte, mais n'empêche que je le redis pour expliquer à nos clients que la préparation préalable, la segmentation, le découpage des petites séquences mail très précises, etc., apporte une efficacité inégalable, et que donc il vaut mieux être très précis dans son approche, son message et son argumentaire, et donc peut faire plein de petites séries très précises plutôt que de vouloir envoyer le même message à tout le monde et de vendre le même produit à tout le monde. Donc voilà, donc pour rigoler, ce sera la prospection, ça aime la précision, donc si c'est un peu spécifique à notre métier. C'est bien, donc t'as un mantra, c'est bien, je l'aime bien celui-ci. Quel conseil donnerais-tu à ton ancien toi, jeune commercial? T'inquiète pas, fonce, vas-y. Réfléchis pas trop et n'aie pas peur, vas-y. Voilà. Je pense même que j'aurais pu démarrer plus tôt dans l'entrepreneuriat, j'aurais dû me lancer plus tôt, j'aurais dû oser davantage et plus tôt. C'est possible. Ouais. D'accord. N'aie pas peur, quoi. Globalement, n'aie pas peur. C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, sur la pression négative et tout. N'aie pas peur. Vas-y, fonce. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui peut te limiter. Quelle est, selon toi, ta compétence qui pourrait limiter ta progression? Je sais pas. Peut-être alors, la question, c'est la compétence qui pourrait limiter la progression? C'est ça. C'est juste pour voir le côté positif. Non, ce qui pourrait limiter ma progression, moi, c'est que j'ai tendance à voir trop petit. Je m'autorise pas à voir les choses en grand, ou j'ai tendance à voir petit. Je sais pas quelle est la compétence qui est liée à ça, il y en a peut-être juste pas, ou voilà. Donc non, c'est peut-être ça. Moi, ce qui me limite, c'est ma propre idée que je me fais des limites au-delà desquelles je peux pas aller. Ça serait une compétence, si je dois aller par là, éventuellement le manque d'ambition, je sais pas. Ça serait ça, selon toi? Mais du coup, c'est pas une compétence, c'est vraiment une limite. Une limite? Ouais. Moi, j'ai déjà, c'est la limite que je me mets, je pense trop souvent, parfois. Je m'en suis
rendu compte en côtoyant des gens qui, eux, n'avaient aucun doute, vraiment aucun doute, quoi. Des gens qui doutent de rien, qui sont à fond tout le temps et qui ont des ambitions qui sont parfois immenses. Et ça m'étonnait un peu de voir des gens qui sont comme ça. Et je me dis, moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je limite mes ambitions et je pense que j'ai tort, hein, parce qu'il y a aucune raison de vouloir limiter ses ambitions. Voilà. Donc ça, c'est mon frein et ma limite. Bah, moi, je suis à l'inverse, comme tu disais. J'ai tendance à plutôt avoir trop grand, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je suis souvent calmé par mes proches et par mon épouse le plus souvent. Calme-toi, vois plus petit, avance pas à pas, tu verras, ça va bien se passer. Ouais. Mais est-ce qu'elle a raison? Pas forcément. Des fois oui, des fois non. Il y a pas de règle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah ouais. Pas toujours. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire? Je pense que j'en ai pas. C'est hyper décevant, hein. Tu vois, j'avais même pas préparé de punchline de vendeur légendaire. Non, j'en ai pas. Je refais la prospection, ça aime la précision. Et mes clients adorent quand je dis ça. On dit, ah ouais, ils vont être super précis en prospection. Mais bon, c'est plus un truc auquel je crois qu'une punchline. Mais bon. D'accord. Ok, ben écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie, Jean-Michel, mais c'est pas tout à fait fini. Tu sais, comme dans le sport, il y a toujours un top 5 à la fin. Hein, les meilleures actions, on va garder les meilleures actions. Là, je vais te poser 5 questions en rafale. L'idée, c'est que tu répondes du tac au tac sans trop réfléchir. T'es prêt? Ok. Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires. Fonce sur un malentendu, ça peut toujours marcher. On la connaît bien, celle-ci. Un hommage à Jean-Claude Duss. Exactement. Un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire. Pas bon du tout là-dessus. En revanche, je suis un podcast de Génération Do It Yourself qui, je trouve, ouvre énormément les perspectives et ce que je disais tout à l'heure sur la curiosité et l'intérêt pour les problématiques des business divers et variés, et que je trouve hyper riche et qui ouvre l'esprit de façon très efficace. Un podcast que j'adore aussi, Mathieu Stéphanie. Par contre, il faut avoir du temps, hein, parce que les épisodes font 2h40. Alors moi, j'ai trouvé la solution. J'écoute ça. Ouais, c'est ça. J'écoute ça pendant que je fais du sport. Mais parfois, pour un podcast, il me faut 3 séances. Ouais, c'est ça. Un conseil pour rester au top de sa légende commerciale. Ouais, c'est organise-toi et pose-toi des questions. Et c'est beaucoup de réflexion et beaucoup d'organisation. Voilà. C'est ça qui permet de rester performant et constant, c'est s'organiser et se poser des questions. Et être. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups. Quel est le point de douleur aujourd'hui? De quoi vous avez besoin? Quel est votre pain point aujourd'hui, quoi. Voilà. Ben, c'est très général, évidemment, de dire ça. En gros, c'est une question qui doit permettre de répondre à cette question-là. Une croyance limitante que tu as su briser. Les autres, ils font pas aussi bien que moi. Ça, c'est dans le développement de mon entreprise. Pendant longtemps, je pensais que je serais le seul à être capable de vendre ma boîte, de vendre notre prestation, et en fait, pas du tout. Pendant longtemps, je croyais que je serais le seul à pouvoir recruter des collaborateurs, et en fait, pas du tout. Et donc, c'est ce côté, quand on crée une boîte toute petite comme moi au départ, on fait tout et on se dit, il faut que ce soit moi qui fasse. Et en fait, heureusement que j'ai vu que les autres faisaient mieux que moi. Parce que sinon je serais pas allé bien loin. Donc ça, je suis vraiment content d'avoir dépassé ce truc-là, qui est un espèce de réflexe personnel idiot reptilien de départ, de dire laisse, je vais le faire. Et ça, il faut vraiment arrêter avec ça. Ok, très intéressant ça. Avant de se dire au revoir, Jean-Michel, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs? Je peux donner le nom de Rémi, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est mon super over commercial. Comment il s'appelle? Ça pourrait être très intéressant. Ça. Il s'appelle Rémi Frix-Talon. Et il détonnerait un peu dans le monde LinkedIn, podcast, Startup Nation, mais je suis sûr, des tas de choses à raconter. Où on peut te retrouver sur les réseaux, sur ton site internet? Est-ce que tu peux nous dire ça un peu? C'est le moment de faire ta promotion.
Oui, très simple, re-com.fr, notre site internet, où tout est décrit et tout ce que l'on fait est précisé. Et sur LinkedIn, Recom, voilà, agence de prospection, où Jean-Michel Bergeau, mon profil est direct vers la page Recom. On communique pas mal sur la vie de l'entreprise et nos petites actualités, et sur notre site il y a tout ce que l'on fait, ce que l'on sait faire. On a un tas de cas clients si on veut comprendre un peu ce que l'on fait. C'est assez simple, en 3 clics on comprend très vite ce que l'on fait, parce que ce que l'on fait est assez simple à comprendre évidemment, et tout est très transparent comme je disais tout à l'heure, et tout est expliqué sur notre site internet, de la méthodo à la tarification. D'accord. Qu'est-ce que je peux te souhaiter enfin commercialement pour ton futur ? Continuer à avoir plein de clients et d'être bon avec ces clients-là. Nous, c'est ce qui nous anime. Voilà, nous, on aime avoir plein de nouveaux clients dans plein de secteurs différents, de découvrir plein de business et d'arriver à leur générer des rendez-vous pour les aider à se développer. Voilà, c'est ce que l'on fait. On aime ça, on continue à le faire et on espère le faire de plus en plus. D'accord. Bon, super. Merci Jean-Michel. Je te souhaite une bonne journée. Merci Marc. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Mentalement fort. We'll be back.